Ravie de vous retrouver pour une deuxième séquence d'apprentissage qui sera présentée par Emira Moksheh, professeure de SVT au lycée Mazahneuf Tunis 2, et ce sous l'assistance pédagogique de Madame Sons Jbara, inspectrice générale des écoles préparatoires et des lycées. La présente vidéo s'adresse aux apprenants du baccalauréat faisant partie des sections sciences expérimentales et sport. Je tiens à vous informer que les connaissances auxquelles nous serons initiés aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre du thème de neurophysiologie, tout en s'intéressant de plus près au fonctionnement d'un organe effecteur. On parle ici du muscle squelettique strié. Pour pouvoir appréhender les notions auxquelles nous serons initiés durant cette séquence, une mobilisation de vos connaissances par rapport à l'ultrastructure de la fibre musculaire ainsi qu'au mécanisme de la transmission neuromusculaire nous sera d'un grand apport. En effet, l'arrivée d'un potentiel d'action nerveux fait naître au niveau de l'élément postsynaptique qu'est la fibre musculaire un potentiel d'action, et ce suite à une cascade d'événements étudiés précédemment. Donc, une fois le potentiel d'action musculaire a pris naissance, il est capable de se propager, une propriété qui a été mise en évidence lors de la séquence précédente. Ce potentiel d'action musculaire est capable de longer le sarcolème, s'invaginant en tubule transverse, pénétrant en profondeur au sein du sarcoplasme. Et un tel aspect, en fait, fait émerger la question suivante. Qu'en est-il du devenir du potentiel d'action au sein de la fibre musculaire? En effet, le potentiel d'action musculaire ayant atteint la myofibrie, qui, je vous rappelle, fait partie de l'un des niveaux d'organisation du muscle squelettique strié, révélé à une échelle microscopique. Et en effet, c'est la proximité du potentiel d'action musculaire qui va être à l'origine de la contraction. Une contraction perçue à une échelle macroscopique et microscopique et qui va s'appliquer en fait à une échelle macroscopique. Donc nous sommes ici en présence d'un mécanisme qui est celui de la contraction musculaire, mais dont nous ignorons le déroulé. Et en fait, c'est ce qui va constituer l'ordre du jour, ainsi qu'au questionnement auquel on va essayer d'apporter des éléments de réponse tout au long de cette séquence d'apprentissage. Mécanisme de la contraction musculaire. La contraction musculaire est mesurable à l'aide d'un dispositif baptisé myographe. Mais pour ce qui est de son fonctionnement, on ne va pas s'attarder là-dessus. L'essentiel en fait consiste à maintenir le muscle squelettique en liaison anatomique avec un nerf sciatique qui fera l'objet d'une stimulation efficace. Il s'ensuit la naissance d'un potentiel d'action capable de se propager, parvenant à atteindre le bouton synaptique. S'ensuit toute la cascade étudiée précédemment en rapport avec la transmission neuromusculaire. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est la réponse du muscle qui va se manifester par une contraction. Et en fait, c'est ce changement de dimension qui va être perçu par le stylet inscripteur et c'est ce qui va se traduire au niveau du cylindre rotatif par un tracé appelé myogramme. De quoi parle-t-on au juste lorsqu'on évoque le terme myogramme? En effet, ce type de tracé permet de caractériser en fonction du temps la force développée par une fibre musculaire, un groupe de fibres, voire le muscle d'ensemble. Et en fait, si vous prenez votre manuel scolaire à la page 214 tout en se focalisant sur le document 10, intitulé « Myogramme d'une secousse isolée », on s'aperçoit que, d'après les différences constatées, que le myogramme peut faire l'objet d'une délimitation selon 3 zones. La première est symbolisée par la lettre L, ce qui correspond à la phase de latence. De quoi parle-t-on au juste lorsqu'on évoque phase de latence? En effet, cette phase correspond en fait
à la durée séparant la stimulation de l'élément nerveux jusqu'à la détection ou bien l'enregistrement du myogramme au niveau du cylindre rotatif. Pour ce qui est de la deuxième phase, elle est symbolisée par la lettre C. Ça signifie une phase de contraction durant laquelle on va assister à un raccourcissement des dimensions du muscle. À l'issue de cette contraction, survient une phase qui est la phase R, correspondant à la phase de relâchement. Je tiens à signaler que, en termes de durée, la phase de relâchement l'emporte sur la phase de contraction. Potentiel d'action musculaire et secousse musculaire sont deux acteurs indissociables du mécanisme de la contraction musculaire dont nous ignorons la chronologie. Et en fait, ce questionnement fait émerger trois scénarios possibles. Le premier en rapport avec une simultanéité des deux tracés. À cette simultanéité s'ajoute une éventuelle succession qui, lorsqu'elle s'avère vérifiée, nous amène à se poser la question suivante. Lequel des deux phénomènes devance l'autre? Allons-nous assister à un potentiel d'action musculaire devançant la secousse ou inversement? Et en fait, afin de vérifier la validité des hypothèses émises précédemment, nous nous proposons d'étudier le document 11 de la page 214 dont l'intitulé est le suivant: Chronologie du potentiel d'action musculaire obtenu grâce à un dispositif appelé électromyogramme et la secousse mise en évidence précédemment. En effet, si l'on s'intéresse de plus près à ce document, nous nous apercevons que le potentiel d'action musculaire se situe en fait au niveau de la phase de latence de la secousse. Et c'est ce qui permet d'affirmer que le potentiel d'action musculaire précède la secousse musculaire. Et en fait, cette affirmation nous amène à rejeter la première ainsi que la troisième hypothèse, maintenant ainsi la deuxième hypothèse. Et en fait, nous sommes ici en face d'une chronologie, le potentiel d'action musculaire précédant la secousse. Et en fait, c'est ce qui fait émerger une question en rapport avec ce lien, et c'est ce qui constitue l'intitulé du volet, rapport entre le potentiel d'action musculaire et la contraction musculaire. Une fois la chronologie établie, on va s'intéresser à la manifestation de cette contraction, mais à une échelle microscopique, et ce, au niveau de la myofibrie. Je vous rappelle que la myofibrie est formée par une succession d'unités contractiles flanquées entre deux strizèdes. On parle ici de sarcomère. Dans l'ultrastructure ou bien dans le détail d'organisation figure sur votre manuel scolaire à la page 211 au niveau du document 4 dont voici un extrait. Je rappelle brièvement la structure du sarcomère. Nous sommes ici en présence d'une succession de bandes claires et de bandes sombres. Et en fait, cette différence de couleur s'explique à une échelle protéique due à la présence de protéines contractiles qui, je vous rappelle, ces protéines en fait correspondent aux myofilaments de myosine et aux myofilaments d'actine. En amont de la secousse, le muscle est au repos et c'est ce qui va se traduire par l'aspect suivant, et ce au niveau du sarcomère. Mais suite à la contraction musculaire, l'aspect du sarcomère diffère quelque peu. Et en fait, cette différence nous incite à adopter une approche comparative, une approche visant à comparer le sarcomère contracté en référence aux dimensions du sarcomère au repos. Et en fait, au cours de cette comparaison, nous allons nous intéresser à la position des strizèdes, ainsi qu'aux dimensions des demi-disques clairs, du disque sombre et de la bande H. Pour ce qui est du sarcomère au repos, nous avons une position initiale des strizèdes qui va changer au niveau du sarcomère durant sa contraction. En effet, nous remarquons ici un rapprochement des strizèdes. Et en fait, c'est ce rapprochement qui va se traduire à l'échelle macroscopique par la contraction du
muscle. À ce changement, on va noter un changement de la dimension des demi-disques clairs. On assiste ici à une diminution de leur dimension. Fait intéressant, avec le disque sombre, aucun changement notable. La bande sombre demeure invariable. Mais avec la bande H occupant le milieu du disque sombre, nous assistons ici à une diminution de sa dimension. Ce qu'il faut retenir de cette approche comparative, c'est que le rapprochement des deux stries Z est à l'origine du raccourcissement du sarcomère et c'est ce qui va être perçu à une échelle macroscopique. Ce qu'il faut retenir de la diminution de la dimension des disques clairs, c'est qu'il y a eu plutôt un glissement des myofilaments d'actine entre les myofilaments de myosine. Le fait d'avoir un disque sombre invariable durant toute la secousse, on parle ici d'une constance des bandes sombres et ce, malgré un raccourcissement du sarcomère. Fait intéressant, la bande H occupant le milieu du disque sombre se trouve rétrécie, venant s'ajouter au rapprochement des deux stries Z. À l'issue de la contraction, survient la phase de relâchement, durant laquelle le muscle retrouve ses dimensions initiales comparées à celles observées lors de la phase de repos. De cette approche comparative découlent deux déductions importantes. La première est en rapport avec le sarcomère en tant qu'unité microscopique, en tant qu'unité contractile, constitue en fait le siège de la contraction musculaire. Donc, première déduction, vous avez ici le contenu scientifique. Le sarcomère constitue le siège microscopique de la contraction musculaire. À cette déduction s'ajoute une deuxième. Vous avez ici un raccourcissement perçu à différentes échelles et en fait, ce raccourcissement correspond à un phénomène mécanique étroitement lié ou bien illustrateur de la contraction musculaire. Et vous avez ici en face de vous le contenu scientifique correspondant à cette déduction. Le raccourcissement du sarcomère correspond au phénomène mécanique associé à la contraction. Comme tout tissu vivant, le muscle est en mesure d'utiliser le dioxygène et dégager le CO2. Et en fait, si l'on s'intéresse aux besoins du muscle au repos, nous nous apercevons qu'ils sont faibles comparés aux muscles contractés, prouvant ainsi qu'au fur et à mesure que l'intensité de l'activité physique augmente, ses besoins en dioxygène augmentent et la quantité de CO2 rejeté se trouve élevée. À ces échanges gazeux respiratoires s'ajoute une utilisation de la part du muscle de nutriments qui, je vous rappelle, proviennent en fait du processus digestif à l'issue duquel survient une absorption intestinale acheminant les nutriments en direction des organes. Et en fait, ces nutriments vont s'engager dans des réactions métaboliques, dites chimiques, libérant de l'énergie. Mais l'énergie à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui est d'ordre, en fait, une énergie dissipée sous forme de chaleur. Et c'est ce qui révèle en fait l'existence d'un phénomène thermique venant s'ajouter au phénomène mécanique. Et en fait, c'est ce qui nous incite à les expliquer, d'où l'intitulé du volet « Explication des phénomènes associés à la contraction musculaire ». Commençons par étudier le phénomène thermique dont la manifestation nous est méconnue. Et en fait, la réponse à cette question figurera au manuel scolaire à la page 214. On s'intéressera à l'étude du document 12 dont l'intitulé en fait correspond à l'enregistrement d'une énergie thermique de la contraction musculaire. Avant de s'intéresser au tracé, décrivons brièvement le dispositif expérimental. En effet, l'expérimentateur a eu recours à l'application d'une stimulation efficace au niveau d'un nerf sciatique et en fait à l'issue de cette stimulation, il y a eu une
contraction. N'oublions pas que l'expérimentateur a maintenu sans aucune stimulation l'autre nerf sciatique. Il s'ensuit un repos du muscle qui n'a pas fait l'objet d'une stimulation. Et en fait, à l'issue de cette expérience, c'est la différence de l'énergie dégagée entre le muscle au repos et le muscle contracté qui va nous permettre l'obtention des tracés qui seront décortiqués dans ce qui suit. Mais dans un premier temps, il est possible d'évoquer que la chaleur dissipée ou bien le phénomène thermique associé à la contraction se manifeste par une chaleur initiale et une chaleur retardée. Étudions de plus près ces deux types de chaleur. En effet, lors de la secousse musculaire, nous assistons à un dégagement d'une chaleur dite initiale, répartie comme suit. Une partie de cette chaleur initiale est dégagée lors de la phase de contraction, raison pour laquelle elle est baptisée une chaleur initiale de contraction, et la deuxième vague de chaleur est dégagée lors de la phase de relâchement. Sur ce, elle est dite une chaleur initiale de relâchement. Fait intéressant, et malgré le passage de la secousse, nous assistons quand même à un dégagement d'une chaleur et ce d'une manière tardive. Il s'agit d'une chaleur retardée. Ce qu'il faut retenir de cette explication, c'est que le phénomène thermique associé à la secousse musculaire se fait en deux temps. Une chaleur initiale dissipée pendant la secousse et une chaleur retardée libérée lentement après la secousse. Récapitulons les connaissances auxquelles nous nous sommes initiés jusqu'à maintenant. En fait, si l'on s'intéresse à la chronologie des phénomènes associés à la contraction, nous nous apercevons dans un premier temps la survenue d'un phénomène électrique. On parle ici du potentiel d'action musculaire généré suite à la transmission neuromusculaire. On parle ici d'un phénomène électrique. Et c'est ce phénomène en fait qui va déclencher la secousse, et c'est ce qui correspond à un phénomène mécanique. Et parallèlement à la réalisation de la contraction, nous assistons à un dégagement d'une chaleur initiale faisant partie du phénomène thermique, mais à l'issue de la secousse, je vous rappelle qu'il y a eu aussi un dégagement d'une chaleur, mais une chaleur dite retardée. Une fois initiés aux manifestations du phénomène thermique associé à la contraction musculaire, nous nous proposons d'étudier son origine. Dans cette optique, je vous propose une illustration en rapport avec des aspects associés à la fonction de digestion. Et en fait, cette illustration est munie d'un indice censé vous aider à formuler une hypothèse concernant l'origine de la chaleur dissipée par le muscle, et ce lors de sa contraction. Donc, je vous rappelle qu'au niveau de l'intestin grêle, vous avez ici l'indice, un intestin grêle, au niveau de sa lumière, on retrouve les nutriments. Et en fait, les nutriments, je vous rappelle qu'ils sont de nature différente, glucidique, protidique et lipidique. Et que ces nutriments, en fait, sont à potentiel calorifique. Pour pouvoir établir cette hypothèse ou pour pouvoir formuler cette hypothèse, je vous convie à mobiliser vos connaissances antérieures par rapport au processus digestif étudié en troisième année. Et en fait, il suffit d'établir le lien entre nutriments, potentiel calorifique, contraction, phénomène thermique, et il en résulte l'hypothèse suivante. Les nutriments pourraient être à l'origine du phénomène thermique. Et en fait, à travers cette hypothèse, les nutriments pourraient aussi faire l'objet d'un catabolisme ou bien d'une dégradation à l'origine de laquelle ou à l'issue de laquelle il va y avoir dégagement d'une chaleur, expliquant ainsi la survenue du phénomène thermique. Et en fait, afin de vérifier la validité de l'hypothèse émise,
Nous nous proposons de consulter le manuel scolaire à la page 215 tout en s'intéressant au document 13, dont l'intitulé est le suivant: mesure au niveau d'un muscle au repos et en activité. Mais une mesure qui s'est intéressée à l'évaluation d'une multitude de paramètres, parmi lesquels, je cite, les corps organiques, à savoir ceux de nature glucidique, protidique et lipidique. Et la consigne en rapport avec cette activité est la suivante. D'après les données de ce tableau, quelle pourrait être l'énergie, l'origine de l'énergie utilisée par le muscle, et ce, au cours de sa contraction? Je vous invite à adopter une approche comparative pour identifier le nutriment qui a été mobilisé lors de la contraction. Et commençons par le glucose. Vous remarquez ici que le taux de glucose au niveau du muscle au repos est estimé à 2,042 grammes, alors que pour un muscle en activité, il a été multiplié, ce taux plutôt a été multiplié par 4. Donc nous assistons ici à une augmentation des besoins du muscle en glucose. Qu'en est-il des besoins du muscle en protéines et en lipides, et ce lors de sa contraction? Vous remarquez ici qu'aucune modification notable, et ce aussi bien pour les protéines que pour les lipides. Donc nous sommes ici en présence d'une hausse et des taux invariables. Ce que l'on peut dégager de ce tableau et de cette approche comparative, c'est que le glucose s'avère être la source d'énergie à l'origine du phénomène thermique. Un propos qui reste à démontrer. Le glucose en tant que nutriment provient d'un processus digestif étudié en 3e année. Et en fait, ce glucose, ayant atteint l'intestin grêle, fera l'objet d'une absorption dite intestinale, à l'issue de laquelle il sera acheminé par voie sanguine en direction des organes. Dans le muscle, et étant donné la présence du glucose dans le muscle, donc on va assister à une présence de ce glucose au niveau de la fibre musculaire. Donc à l'ultrastructure étudiée précédemment s'ajoute la présence de ce nutriment à potentiel calorifique. N'oubliez pas la richesse du sarcoplasme en mitochondries. Et dans ce qui suit, on va essayer d'établir le lien entre ces acteurs afin d'expliquer le phénomène thermique. Allons-nous assister à une dégradation du glucose pour générer la chaleur observée lors de la contraction? Et en fait, pour répondre à cette question, je vous propose de consulter le manuel scolaire à la page 215. Nous venons ici de reprendre le contenu de votre programme officiel. Donc vous avez ici, en fait, votre manuel avait évoqué une notion qui fait partie de vos connaissances antérieures. J'évoque ici la respiration cellulaire, résumée par la réaction suivante. Mais l'élément le plus important au niveau de cette réaction, c'est que on a du glucose, et ça correspond à cette formule chimique brute. Ce glucose, en condition d'aérobie, a généré des composés minéraux, mais l'élément le plus important, c'est la production d'une énergie qui n'est autre que l'adénosine triphosphate, symbolisée par les initiales ATP. Donc, à l'ultrastructure et à la présence du glucose révélée tout à l'heure, s'ajoute une respiration cellulaire obéissant à une compartimentation. La première étape siège au niveau du sarcoplasme et elle se fait en condition d'anaérobie, c'est-à-dire en l'absence d'oxygène. Et en fait, cette étape consiste à dégrader le glucose, une dégradation qui va s'avérer partielle, dégrader le glucose, et on parle ici d'une glycolyse. Et la glycolyse obéit à la réaction que voici. Donc vous avez ici du glucose
qui fera l'objet d'une dégradation, comme ça a été évoqué tout à l'heure, une dégradation partielle en conditions d'anaérobie, générant un composé organique qui est l'acide pyruvique. Mais n'oubliez pas que lors de la glycolyse, nous assistons aussi à la libération d'énergie ou bien à la production d'énergie sous forme d'ATP. Pour ce qui est de la suite de la respiration cellulaire, elle siège au niveau de l'organite qu'est la mitochondrie, mais qui se fait en conditions d'aérobie. Et en fait, c'est l'acide pyruvique qui va constituer le substrat de cette mitochondrie et à l'issue d'une multitude de réactions métaboliques s'ensuit l'obtention d'une multitude de molécules d'ATP. Ce qu'il faut retenir de cette diapositive, c'est que la respiration cellulaire mobilise comme nutriment calorifique le glucose qui sera dégradé au fur et à mesure. Mais n'oubliez pas que les deux réactions sont productrices d'énergie et qui dit énergie dans le contexte cellulaire dit ATP. Et en fait, toute cette description nous amène au questionnement suivant. La fibre musculaire utilise-t-elle de l'ATP comme source facilitant le déroulé et du phénomène thermique dont la manifestation a été révélée tout à l'heure et le phénomène mécanique associé à la contraction? Pour apporter des éléments de réponse à cette question, on reste sur la page 215 et on va s'intéresser au paragraphe dont l'intitulé est le suivant. Composition chimique globale du muscle strié. Et en fait, on va se focaliser ici on va s'intéresser plutôt à une échelle cellulaire. Donc, nous sommes ici au niveau de la fibre musculaire. Ce qu'il faut retenir de cette diapositive, c'est que la fibre musculaire renferme des myofilaments contractiles fins, ce qui correspond à l'actine, des myofilaments épais, ce qui correspond à la myosine, et cette myosine est dotée d'une tête dont le rôle sera mentionné ultérieurement. On parle ici de protéines contractiles dans les deux cas. Comme ça a été évoqué tout à l'heure, au niveau de la fibre, nous assistons à la présence de glucose. Et dans certaines situations, ce glucose pourrait faire l'objet d'une polymérisation générant du glycogène. On parle de glycogène musculaire. Et comme vous le savez, lors d'une étude précédente de l'ultrastructure de la fibre, vous savez qu'il existe plutôt un réticulum sarcoplasmique gorgé d'ions calciques, dont le rôle sera évoqué tout à l'heure. N'oubliez pas la richesse du sarcoplasme en mitochondries et la capacité de la mitochondrie à générer des composés phosphorés. Je cite ici l'ATP. Notons par ailleurs une richesse du sarcoplasme en phosphocréatine. Je tiens à vous informer que la présente diapositive a pour finalité d'énumérer les acteurs qui vont interagir dans ce qui suit pour vous expliquer le mécanisme de la contraction musculaire. Se trouvant au sein d'un milieu dépourvu de dioxygène, la fibre musculaire est en mesure de se contracter. Et ce, lorsque l'élément présynaptique a fait l'objet d'une stimulation efficace à l'origine de toute la cascade étudiée précédemment et à l'issue de laquelle nous obtenons un potentiel d'action musculaire précédant la secousse. Ce que l'on peut dégager de cette description, c'est que la contraction musculaire peut se faire en anaérobiose, c'est-à-dire en l'absence de dioxygène. Si l'on s'intéresse à la myofibrie et plus précisément à son unité contractile qu'est le sarcomère, nous nous apercevons que lorsque ce dernier est contenu ou bien se trouve dans un milieu contenant de l'ATP et des ions calciques, nous assistons à un rapprochement des deux strizèdes, ce qui correspond au raccourcissement du sarcomère. Mais lorsque ce dernier se trouve dans un milieu où l'on a bloqué l'ATP, où on a bloqué les molécules d'ATP,
aucune contraction notable. Mais avant toute chose, rappelons l'hydrolyse de l'ATP. En effet, cette réaction consiste à dégrader ou bien cataboliser une molécule d'ATP afin de générer des composés phosphorylés. On parle ici d'ATP et de phosphate inorganique, mais l'élément le plus important dans cette réaction, c'est le dégagement d'une énergie qui sera mobilisée par la suite pour contribuer au bon déroulé de la contraction musculaire. Donc, on assiste ici à un blocage de la contraction en bloquant l'hydrolyse de l'ATP, mais ce blocage peut être observé aussi si l'on bloque les ions calciques. En fait, cette expérience souligne le degré d'importance de l'hydrolyse de l'ATP et des ions calciques dans le déroulé de la contraction musculaire. Une telle affirmation nous incite à étudier de plus près le rôle de ces deux acteurs. Restons sur le manuel scolaire à la page 215, mais tout en s'intéressant au document 14, qui s'est fixé un objectif, celui de suivre la tension de la myofibrie dans des conditions expérimentales différentes. En effet, pour ce qui est de l'expérience témoin, et lorsque les ions calciques et la molécule d'ATP sont présents, nous remarquons une tension au niveau de la myofibrie qui va se manifester par un rapprochement des deux stries Z et par conséquent par une contraction du muscle. Mais le fait que l'on ajoute le salirgan, une substance dont le rôle consiste à bloquer l'hydrolyse de l'ATP, nous remarquons ici une chute drastique de la tension de la myofibrie. Donc ce que l'on peut dégager, c'est que l'hydrolyse de l'ATP est nécessaire au mécanisme de la contraction musculaire. Lorsque l'effet du salirgan s'estompe, la myofibrie retrouve sa tension initiale. Pour ce qui est de la deuxième approche expérimentale, on va ajouter au milieu d'expérience, on va ajouter le chélateur. Le chélateur, une substance qui a la propriété de bloquer l'action des ions calciques. Fait intéressant, nous remarquons ici, comme ça a été le cas tout à l'heure, une chute considérable de la tension musculaire. Et de cette expérience découle le propos suivant. Les ions calciques sont nécessaires au mécanisme de la contraction musculaire. Et le document 14, en fait, correspond à la nécessité de ces deux acteurs dans le déroulé de la contraction. Ces résultats, en fait, soulignent l'importance de deux acteurs, hydrolyse de l'ATP et présence d'ions calciques dans le déroulé de la contraction. Et la diapositive illustre le contenu scientifique. En effet, ces résultats soulignent l'importance de l'hydrolyse de l'ATP ainsi que celle des ions calciques dans le déroulé de la contraction musculaire. Nous sommes ici en présence d'une nécessité des ions calciques ainsi que d'une nécessité d'hydrolyse dans le déroulé du phénomène. Reste à étudier de plus près leur rôle dans le mécanisme. Et c'est ce qui justifie en fait l'intitulé du paragraphe. Commençons par étudier le rôle des ions calciques dans la contraction musculaire. Nous sommes ici en présence d'une ultrastructure de la fibre musculaire et à la page 216, nous sommes ici en présence d'un schéma qui n'est autre que la conversion du texte figurant sur votre manuel scolaire. En effet, le sarcolème caractéristique de la fibre musculaire est capable de s'invaginer en profondeur, atteignant le sarcoplasme. Et en fait, ces invaginations correspondent à ce qu'on appelle les tubules transverses, qui sont en mesure d'entrer au contact avec le réticulum sarcoplasmique gorgé d'ions calciques. Toutes ces conditions, en fait, font en sorte qu'au niveau de la myofibrie, et plus précisément au niveau de l'unité contractile, on n'assiste pas à un raccourcissement, et ce,
lorsque le sarcoplasme est le siège d'un potentiel de repos. Qu'en est-il de l'état des ions calciques et ce lors de l'arrivée d'un potentiel d'action musculaire? En effet, l'arrivée de ce dernier suite à la cascade d'événements étudiés précédemment et qui correspond à la transmission neuromusculaire fait que le potentiel d'action musculaire est capable de longer les tubules transverses, pénétrant en profondeur dans le sarcoplasme, entrant ainsi en contact avec un réticulum endoplasmique et s'ensuit en fait la diffusion des ions calciques et ce au niveau du sarcoplasme. La question qui émerge à ce niveau, qu'en est-il du devenir des ions calciques au niveau de la fibre musculaire et qu'en est-il de leur rôle dans la contraction? En effet, décrivons ensemble l'état des myofilaments et ce en repos. Tout d'abord, nous sommes ici en présence du myofilament de myosine dont la tête est dotée d'une activité ATPasique, mais au départ, nous assistons ici à une fixation de molécules d'ATP. Parallèlement, nous avons ici le myofilament d'actine, doté d'un site dit masqué. Mais suite à l'arrivée d'un potentiel d'action, s'ensuit la diffusion des ions Ca2+, mais en suivant ces ions, nous nous apercevons qu'ils vont se fixer au niveau du site qui a été masqué, devenant ainsi démasqué. Et en fait, cet état va permettre au myofilament de myosine de se rapprocher du myofilament d'actine et nous allons assister dans ce qui suit à une hydrolyse de la molécule d'ATP fixée au niveau des têtes de myosine et ce grâce à l'activité ATPasique de ces têtes. Une fois le site démasqué, nous assistons à une hydrolyse de l'ATP, il s'ensuit une libération d'énergie qui sera mobilisée pour la réalisation du phénomène mécanique. En effet, nous allons assister à un pivotement des têtes de myosine et ce pivotement en fait va amener les filaments d'actine en direction de la bande H, contribuant ainsi au raccourcissement du sarcomère. Donc, comme vous voyez ici, vous avez le glissement du filament d'actine entre les filaments de myosine. Et en fait, c'est ce qui correspond au glissement. Mais si l'on s'intéresse à la position des myofilaments d'actine au repos et suite ou au cours de la contraction, nous remarquons un changement de position des myofilaments d'actine, ce qui correspond à l'échelle du sarcomère au raccourcissement des deux demi-disques clairs et ce lors de la contraction. Fait intéressant, la position des myofilaments de myosine demeure invariable et c'est ce qui justifie, comme ça a été évoqué tout à l'heure, la constance des bandes sombres. Passons maintenant à l'étude du rôle de l'ATP dans la contraction musculaire. Pour ce faire, prenons le manuel scolaire à la page 217, tout en s'intéressant au document 15 dont l'intitulé est le suivant: Expérience réalisée sur des muscles de grenouille. Commençons par étudier le premier paramètre en rapport avec l'ATP, avant la contraction et après la contraction. Qu'en est-il de sa teneur? En effet, avant la contraction, elle est comprise entre 4 et 6. Fait intéressant, et même après la contraction, ce taux reste invariable. Donc, aucun changement notable. Comment expliquer un taux invariable
alors que nous avons assisté tout à l'heure à une nécessité de l'hydrolyse pour qu'il y ait contraction musculaire. Je vous rappelle que l'hydrolyse était nécessaire pour générer l'énergie à l'origine du glissement des myofilaments d'actine entre les myofilaments de myosine. Et en fait, cette hydrolyse est médiée par la myosine ATPase. On parle ici d'une activité ATPasique des têtes de myosine. Donc, un taux invariable et pourtant il y a constamment une hydrolyse pour faciliter le déroulé de la contraction. Comment expliquer ce paradoxe? Un maintien d'un taux constant d'ATP et ce malgré une hydrolyse. En effet, ce paradoxe suggère que la fibre musculaire est capable de restituer son stock en ATP, elle est capable de le régénérer. Donc on parle ici d'un mécanisme de régénération de l'ATP, mais qu'en est-il des voies possibles à l'origine de cette régénération? Pour ce faire, restons à la page 217 et essayons d'avancer quant à l'exploitation du tableau. Nous allons nous intéresser maintenant au paramètre qu'est le glycogène. Et on va essayer d'évaluer son taux avant la contraction et après la contraction. Nous remarquons ici que le glycogène avait connu une baisse. Mais n'oublions pas que on s'intéresse ici à l'étude, on s'intéresse à l'évaluation des paramètres qui vont suivre, mais pour un muscle n'ayant subi aucun traitement. Et en fait, c'est ce muscle qui va être adopté comme référence dans la catégorie des muscles contractés. Donc, si l'on revient à l'évaluation du glycogène, nous remarquons que son taux avant la contraction musculaire est estimé à 1,08, alors qu'après la contraction, nous remarquons une baisse de son taux. Passons maintenant au deuxième paramètre, qu'est l'acide lactique, qui, je vous rappelle, un produit issu de la dégradation ou bien l'oxydation incomplète du glucose, et ce lors de la fermentation, une notion à laquelle vous vous êtes initié l'année précédente. Donc vous remarquez ici que le taux de l'acide lactique avait connu une augmentation. Pour ce qui est de l'ATP, aucun changement notable, donc nous sommes ici en présence d'une régénération. Et pour ce qui est de la phosphocréatine, aussi, nous remarquons l'absence de tout changement. Revenons sur le glycogène. En effet, cette baisse du glycogène prouve qu'il constitue en fait la source d'énergie assurant le phénomène mécanique. Et pour ce qui est de l'augmentation du taux de l'acide lactique, ça prouve que le glucose issu du glycogène a fait plutôt l'objet d'une oxydation, et ce en condition d'anaérobiose. Le taux constant d'ATP est une preuve irréfutable qu'il y a eu une régénération. Passons maintenant au muscle B, un muscle qui a été traité par une substance bloquant la glycolyse. Je vous rappelle que la glycolyse obéit à la réaction suivante. Qui dit glycolyse dit une oxydation incomplète du glucose en condition d'anaérobiose, générant un composé organique qu'est l'acide pyruvique et deux ATP, ainsi qu'une énergie. Donc, si l'on s'intéresse à l'évaluation du taux de glycogène pour le muscle B, en comparaison avec le muscle A, mais dans certaines situations, nous aurons recours à nous référer en fait à ce qui s'est passé en amont de la contraction. Donc, pour le muscle B, nous remarquons que le taux est comparable à ce qui a été obtenu avant la contraction. Ça prouve ici que le glycogène n'a pas fait l'objet d'une mobilisation, et ce lors de la contraction. Ce que l'on peut dégager de cette expérience, c'est que le glycogène du muscle B contracté a le même taux que le muscle au repos
prouvant l'absence de sa mobilisation lors de la contraction. Passons maintenant à l'acide lactique. Nous remarquons que son taux est comparable à celui obtenu lors d'un état de repos. Ça prouve qu'il n'y a pas eu de fermentation et ça prouve aussi que le glucose issu du glycogène n'a pas fait l'objet d'une oxydation partielle, expliquant les taux qui figurent au tableau. Ce que l'on peut dégager de cette analyse, c'est que le taux d'acide lactique du muscle B est comparable à celui du muscle non contracté, ce qui prouve qu'il n'y a pas eu en amont la cascade que voici. Le glycogène musculaire n'a pas connu d'hydrolyse en glucose et ce dernier n'a pas fait l'objet d'une oxydation partielle générant de l'acide lactique. Et n'oubliez pas que l'obtention de l'acide lactique se fait en condition d'anaérobiose. Passons maintenant au troisième paramètre, qui est l'ATP. Nous remarquons ici que son taux est invariable. C'est une preuve qu'il y a eu au sein du muscle B une régénération qui s'est faite malgré le blocage de la glycolyse. Donc nous savons que la glycolyse constituait une voie de régénération, mais ce paradoxe en fait nous laisse suggérer l'existence d'une autre voie de régénération de l'ATP autre que celle médiée ou bien assurée par la glycolyse. Et pour finir, intéressons-nous au paramètre qu'est la phosphocréatine. Nous constatons que son taux a chuté comparé au muscle A, le muscle A qui est le muscle témoin, le muscle A, le muscle contracté. Donc comment expliquer cette baisse? La diminution du taux de la phosphocréatine, qui, je vous rappelle, constitue un composé présent en abondance dans le sarcoplasme, comme ça a été évoqué tout à l'heure lors de l'étude de la composition chimique du muscle, prouve qu'elle constitue une autre voie de régénération de l'ATP. Passons maintenant au muscle C ayant fait l'objet d'un traitement visant à bloquer l'utilisation de la glycolyse et de la phosphocréatine. Mais pour ce qui est de l'analyse des paramètres de ce muscle, nous allons nous focaliser uniquement sur l'ATP. Nous remarquons ici que l'ATP n'a pas fait l'objet d'une régénération comparée aux autres situations. Une absence de régénération étant donné le blocage de la glycolyse et de la phosphocréatine. Ce que l'on peut dégager de cette description, c'est que le stock d'ATP dans le cas du muscle C n'a pas fait l'objet d'une régénération et en fait en temps normal, glycolyse et phosphocréatine sont à l'origine de cette régénération. Suite à l'hydrolyse de l'ATP, une partie de cette énergie servira à la contraction et au phénomène, on parle ici du phénomène mécanique, et l'autre partie sera dissipée sous forme de chaleur initiale de contraction. Revenons sur toutes les connaissances qui ont été acquises durant cette séquence d'apprentissage. En fait, c'est l'hydrolyse de la molécule d'ATP qui va générer de l'ADP, un composé phosphoré qui va emprunter deux voies. Lorsque deux molécules d'ADP s'additionnent, ça génère de l'ATP. Par ailleurs, l'ADP est en mesure de s'associer avec la phosphocréatine présente en abondance dans le sarcoplasme et ça génère aussi de l'ATP. Et en fait, cet ATP sera pris de nouveau, sera utilisé de nouveau par le sarcomère, par les têtes de myosine pour déclencher d'autres cycles de contraction. Et on parle ici des voies rapides de régénération de l'ATP. À ces voies rapides de régénération, on note que le glucose issu de l'absorption intestinale pourrait faire l'objet d'une polymérisation et dans certaines situations, ce glycogène fera l'objet d'une hydrolyse. Ce glucose va entamer la glycolyse qui va se faire au sein du sarcoplasme,
générant de l'acide pyruvique et de l'ATP. Et tout se fait ici en condition d'anaérobiose, c'est-à-dire en l'absence d'oxygène. Dans certaines conditions, dans certaines conditions, cet acide pyruvique s'engage dans un cycle de fermentation, une fermentation qui siège au niveau du sarcoplasme, générant un composé organique qui est l'acide lactique à l'origine des douleurs ou à l'origine des courbatures ressenties suite à une activité physique. Par ailleurs, l'acide pyruvique peut constituer plutôt le substrat de la mitochondrie. Il s'ensuit toute une cascade d'événements à l'origine de l'obtention de la molécule énergétique qu'est l'ATP, venant ainsi renforcer le processus de régénération de cette molécule énergétique. Tout ce descriptif correspond en fait aux voies lentes de régénération de l'ATP. Toutes ces réactions sont regroupées sous l'appellation de phénomènes biochimiques appelés encore métaboliques associés à la contraction musculaire. En consultant le manuel scolaire à la page 222 et tout en s'intéressant à l'activité 5 qui vise à résumer les divers phénomènes de la contraction musculaire, on se propose de consulter la consigne. En effet, elle nous demande d'exploiter toutes les données précédentes dans le but d'établir un lien entre des phénomènes électriques, je vous rappelle ici, nous sommes en présence d'un potentiel d'action musculaire, des phénomènes chimiques, vous avez ici la réaction de respiration cellulaire, la glycolyse, la chaîne respiratoire et le cycle de Krebs, mais l'aboutissement en fait c'est l'obtention de molécules d'ATP. Vous avez ici le phénomène, la suite du phénomène chimique, vous avez l'hydrolyse de l'ATP médiée par la tête de myosine, le processus de régénération de l'ATP. Au phénomène électrique et chimique s'ajoute un phénomène mécanique qui est la secousse, le myogramme et le raccourcissement du sarcomère. Au phénomène mécanique s'ajoute un phénomène thermique symbolisé par le dégagement d'une chaleur initiale suivie d'une chaleur retardée. En fait, la question 5 nous demande de combiner toutes ces données afin d'élaborer un schéma de synthèse. L'établissement de ce lien figure à la page 222 de votre manuel scolaire. En effet, le schéma consiste à établir le lien entre les différents phénomènes qui se produisent au cours de la contraction musculaire. En fait, le présent schéma a fait l'objet d'une conversion selon une forme animée visant à passer en revue toute la cascade d'événements, toute la chronologie, tous les phénomènes qui ont été impliqués dans le déroulé de la contraction. Nous sommes ici en présence d'un élément présynaptique et d'un élément postsynaptique qui n'est autre que la fibre musculaire. Donc vous avez ici l'appareil sous-neural et les invaginations à certains endroits des tubules transverses. Mais commençons par évoquer l'arrivée d'un potentiel d'action nerveux. En effet, ce potentiel va générer, suite à une transmission neuromusculaire étudiée précédemment, un potentiel d'action musculaire qui est propageable et capable d'atteindre les profondeurs du sarcoplasme et ce, par le biais des tubules transverses. Entrant en contact avec les citernes de Ca2+, on parle ici du réticulum sarcoplasmique, gorgé d'ions calciques. Et comme ça a été évoqué tout à l'heure, ces ions calciques ont pour cible les sites masqués situés au niveau des myofilaments d'actine. Et en fait, la diffusion des ions calciques est suivie d'une fixation sur ces sites qui se trouvent démasqués
il s'ensuit le pivotement des têtes de myosine, un pivotement qui nécessite une hydrolyse de l'ATP, et en fait toute la cascade qui a été étudiée précédemment, mais dans ce qui suit, on va se focaliser uniquement sur le devenir de l'énergie et des hydrolysats de l'ATP. Donc, vous savez que les têtes de myosine sont dotées d'une capacité ATPasique, s'ensuit une activité ATPasique pour laquelle une molécule d'ATP est dégradée en ADP et en phosphate inorganique. En fait, ce composé qui est l'ADP est en mesure de s'agencer avec une autre molécule d'ADP générant, et en fait cet assemblage va être médié par une enzyme baptisée myokinase, il s'ensuit l'obtention d'une adénosine monophosphate, mais le plus important, une obtention d'ATP, une ATP qui entrera dans le cycle de régénération de l'ATP. Fait intéressant, l'ADP est en mesure de s'agencer avec de la phosphocréatine en abondance dans le sarcoplasme, et ce par le biais d'une enzyme baptisée créatine kinase. Il s'ensuit l'obtention d'un produit qui est créatine et surtout l'ATP venant renforcer le processus de régénération de l'ATP avec un dégagement de chaleur, ce qui symbolise le phénomène thermique associé à la contraction. Donc, les réactions métaboliques que nous venons de décrire symbolisent les voies rapides de régénération de l'ATP. Par ailleurs, notons qu'au sein de la circulation sanguine, nous avons du glucose qui a été acheminé suite à une absorption intestinale, et ce en direction du muscle. Ce glucose a la capacité d'atteindre le muscle, de polymériser dans certaines circonstances générant du glycogène, et ce dernier en fait pourrait faire l'objet d'une mobilisation à travers une hydrolyse générant du glucose. Ce dernier sera dégradé mais partiellement au sein du sarcoplasme, générant de l'acide pyruvique. On parle ici d'une glycolyse qui se fait en condition d'anaérobiose, comme ça a été évoqué tout à l'heure. À l'obtention de l'acide pyruvique s'ajoute la production d'ATP qui s'engagera ou qui fera partie du processus de régénération de l'ATP. L'acide pyruvique constitue le substrat de la mitochondrie. En effet, il fera l'objet d'une oxydation complète, et ce en présence d'oxygène acheminé par la circulation sanguine. S'ensuit l'obtention d'innombrables molécules d'ATP avec un dégagement de chaleur. Et l'ATP qui a été obtenu en fait entrera dans le cycle de régénération de l'ATP. À ces molécules énergétiques, on constate l'obtention de molécules minérales, on parle ici de CO2 et d'eau métabolique. Par ailleurs, l'acide pyruvique pourrait générer, dans certaines situations, de l'acide lactique, et ce, à travers le processus de fermentation. Les réactions biochimiques que nous venons de décrire correspondent aux voies lentes de régénération de l'ATP. Donc, vous avez ici un schéma de synthèse des phénomènes associés à la contraction musculaire